Il serait dangereux de rendre la liberté aux Noirs à cause de leur manque de maturité. Je ne vois pas plus que personne la nécessité d'infecter la société active de plusieurs millions de brutes décorés du titre de citoyen, qui ne serait, en définitive, qu'une vaste pépinière de mendiants et de prolétaires. Et oui, c'est bien de notre sauveur, Witold Schorcher. Enfin, Schorcher. Enfin, on peut dire Schellcher. D'après les services secrets malgaches, le pouce bleu permettrait à cette vidéo de conquérir le monde. Alors mes légendes, tous ensemble, et conquérons ce monde. Mitraillons ce pouce bleu. Oh, t'es pas vous, mes légendes, prêts à conquérir le monde? Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse ne pourront que chanter la gloire du chasseur. Il y a tellement de falsifications historiques que des fois, je sais même plus par où commencer. Et c'est que mon avis personnel, mais tant que les Africains et leurs descendants auront pas leurs propres historiens, ce sera toujours la même chose. On aura toujours la version du blanc sauveur et du noir sauvage. Et je pense que c'est une question de pouvoir, c'est pas autre chose. Faut pas être parano non plus. La falsification historique, ça se fait tout le temps, sur plein de pays et sur plein de communautés. Mais pour nous, c'est un peu... c'est comme si c'était une loi, quoi. Et donc pour moi, c'est pas une question de race, c'est une question de pouvoir. Bon, on retourne à Witold Schorcher maintenant. Il naît en 1804 et à 25 ans, on l'expédie aux États-Unis pour trouver des nouveaux clients pour l'affaire familiale. Et c'est à ce moment-là qu'il va découvrir l'esclavage à Cuba et en Louisiane. De retour en France, il adhère à la franc-maçonnerie, à la loge Les Amis de la Vérité et à la Clémente Amitié. Par la suite, il est à la Revue de Paris où il devient journaliste, où il publie un article intitulé Des Noirs. Là, il va décrire ce que font les colons aux Noirs. Bon, qu'on se fasse pas d'illusions, à ce moment-là, il est contre l'abolition, hein. Clairement, avec tout le blé qu'il y a à se faire, tu m'étonnes. C'est un peu comme si on disait aux compagnies pétrolières, arrêtez de pomper le pétrole, en Afrique. Je te jure. Ouais, vont te dire oui oui, et puis après, tu te retrouves avec un bombardement dans ta gueule. Ok, je reviens au sujet. Je te lis un extrait de l'article, normalement tu l'as entendu en début de vidéo. Je ne vois pas plus que personne la nécessité d'infecter la société active de plusieurs millions de brutes décorés du titre de citoyen, qui ne serait en définitive qu'une vaste pépinière de mendiants et de prolétaires. Par la suite, il va s'engager en politique et sortir deux livres. De l'esclavage des Noirs et de la législation coloniale. Et le deuxième, c'est l'intelligence des Noirs. Le mec a dû sentir qu'il y avait un filon. Bon, clairement, le mec, il arrête pas de se contredire, donc j'ai eu un peu de mal. C'est-à-dire qu'à un moment, il dit « L'esclavage des nègres est une injure à la dignité humaine parce que l'intelligence de l'homme noir est parfaitement égale à celle de l'homme blanc. » À mon avis, il est en train d'essayer de faire la transition de l'esclavage à la colonisation. Je dis particulièrement ça à cause de sa fin de carrière. Et à un autre moment, il dit « Il serait dangereux de rendre la liberté aux Noirs. » Le mec, il est incompréhensible. À ce moment-là, il veut humaniser l'esclavage. Je sais pas si à cette époque-là, le mot empathie était sorti, mais là, il est allé très loin. Hein. Donc là, on va voir le déroulé jusqu'à l'abolition de l'esclavage. La traite négrière du côté français commence au XVIe siècle, avec la création de la Compagnie du Sénégal qui succède à la Compagnie des Indes occidentales. Le Code noir est érigé par Colbert suite à l'augmentation du nombre d'esclaves destinés à l'exploitation de la canne à sucre. Ce qu'il y a à retenir, c'est que ce document permet de réduire l'homme noir à la condition de meuble ou de cheptel. Ça veut dire qu'il peut être vendu, troqué, violé et transmis en héritage. Le port de Nantes a été le plus grand port négrier de France. Les autres ports servaient à l'armement des navires négriers. Les négriers étaient vraiment bien armés pour des gens qui devaient acheter des Africains à leurs frères. C'est un peu comme si je disais tous les Français étaient des collabos pendant la Seconde Guerre mondiale. Ou alors que les Juifs ont exterminé les autres Juifs parce qu'il y avait des capots. Quoi qu'en disent certains historiens, la traite négrière a engendré d'énormes profits. Et forcément, comme maintenant, des lobbies ont émergé pour protéger ce business. Oui, parce que pour certains, c'était juste du business. Ce qui me choque, c'est que des descendants de négriers vivent encore avec les fortunes accumulées durant cette période. Je ferai pas de dénonciation. Si, je pense au Béquet en fait. Cette période est appelée le siècle des Lumières, mais à mon avis, les nègres de l'époque devaient pas avoir la même vision des choses. C'est sans parler de la déclaration des droits de l'homme, qui concernait que les droits de l'homme blanc, bien sûr. Ça concernait pas les femmes non plus. Je dois avouer qu'il y a eu une petite hésitation pour savoir si les droits de l'homme concernaient les nègres. Bon les mecs, on gagne combien avec les négros là? Ils ont dit non, parce qu'ils gagnaient trop de thunes. Toutes les lois égalitaires pendant la Révolution française ne concernaient que l'homme blanc. Pas la femme, pas le nègre. L'Assemblée révolutionnaire de la Convention vote l'abolition de l'esclavage. Mais c'est pas appliqué dans toutes les colonies. Napoléon, poussé par son épouse Joséphine, a rétabli la traite négrière et l'esclavage parce que sa famille et ses amis avaient de nombreux intérêts en Martinique. Napoléon envoie une force expéditionnaire à Saint-Domingue et en Guadeloupe parce que les mecs étaient pas trop chauds patates pour retourner à l'esclavage. Hein. Ouais, remettre ses chaînes, etc., voir ses enfants violés... C'était moyen. En plus, les esclaves ont dû se dire « Ouais, mais un nabo, ça peut pas être méchant. » Sauf que Napoléon, c'était la version Gremlins du Mogwai. Sauf que les Noirs à Saint-Domingue en sortent victorieux et proclament leur indépendance. La révolution haïtienne a proclamé, quelle que soit leur race, leur sexe
et leur confession religieuse, ce qui n'était pas le cas pour les Français et les Américains. Bon, revenons à Witold Schœlcher. Lui, ce qu'il voulait, c'était indemniser les maîtres. Alors pour ceux qui ne le savent pas, une indemnité, c'est une somme d'argent réclamée par la victime comme compensation au préjudice subi. Que ce soit bien clair, pour lui, la victime, c'est le négrier. C'est pas l'esclave. Ah mais le mec était sérieux, hein. Vous avez senti la carotte là? Je vais utiliser une métaphore pour ceux qui ne comprennent pas. C'est comme si un enculé séquestrait et violait des dizaines de femmes pendant des années, qui les obligeait pendant ces années à avoir des rapports sexuels avec d'autres hommes, en échange d'une somme d'argent, bien sûr, et qu'elles arrivent à s'échapper et s'évader de leur calvaire. Et que pour compenser le manque affectif et la perte d'argent due au manque à gagner, on devait donner comme indemnité au susnommé enculé une somme d'argent. Là si tu trouves pas ça bizarre, je sais pas comment t'expliquer, hein. Faut savoir que le lobby des esclavagistes est un lobby puissant, et que le fonctionnaire qui sympathise avec des noirs est considéré comme un traître. Je remets pas en cause le travail de Schœlcher pour faire abolir l'esclavage, mais son décret n'arrivera que le 5 juin 1848 et c'était trop tard. Le décret a été voté le 27 avril 1848, et le décret n'arrive que le 5 juin 1848. Et on va voir pourquoi le décret est arrivé trop tard. Le général Gatine a fait une déclaration à ce moment-là. Je croyais descendre sur une terre d'esclavage et je mets le pied sur une terre de liberté. On va refaire la chronologie pour la Martinique et la Guadeloupe. Donc on commence avec la Martinique. La fusillade du prêcheur est une embuscade tendue par les béquiers qui fera une 60aine de morts chez les esclaves, plus d'autres blessés. Là vous vous doutez bien que ça allait pas se passer comme ça, et que la coupe était pleine, et que bon, 60 morts parmi les esclaves, ça faisait beaucoup. Une centaine d'esclaves se dirigent vers Saint-Pierre et brûle les maisons des béquets. Le mouvement se propage sur toute l'île. Le gouverneur de la Martinique, Rostelan, abdique et il édite un décret d'abolition d'esclavage dans sa colonie. Il envoie une lettre au gouverneur de Guadeloupe. Je vais pas vous lire la lettre en entier, mais grosso merdo, la lettre dit « J'ai émancipé les négros parce qu'ils foutent le feu partout et ils ont tué 20 personnes à Saint-Pierre. Je crois qu'ils sont chauds patates pour nous mettre en position latérale de sécurité. Allez, gros bisous. » Bah désolé, moi c'est mon résumé, hein. Le gouverneur de Guadeloupe reçoit la lettre pleine de sueur de son homologue de Martinique. À mon avis, ça devait lui faire une belle jambe parce que ça sentait le roussi chez lui aussi. Oui, depuis 1847, les autorités font pleine concession pour avoir la paix sociale. Le 26 mars 1848, de peur de voir les marrons prendre la Guadeloupe, il proclame un appel au calme. Le 27 mars 1848, c'est le président du conseil colonial qui promet bientôt l'abolition. Le 29 mars, c'est le maire de Basse-Terre qui fait cette promesse. Le 4 avril 1848, le gouverneur refait un appel au calme. En gros, il essaye de les endormir. Donc le 7 avril, il y a plusieurs assassinats de colons. Je pense que le message est passé. Une lettre est envoyée aux différents maires pour que les béquets arrêtent leur châtiment. Les mecs avaient pas compris que humilier et fouetter des hommes, ça allait envenimer les choses. Non, ils avaient pas compris ça. On est le 28 avril 1848. Et le gouverneur envoie une lettre. Ouais, je sais encore, mais le mec, il aimait ça, hein. Mais c'est une lettre pleine de détermination. Oui, enfin, il a peur pour sa peau. Eh ouais. La lettre est un peu longue, mais suite à une bamboula, oui, la bamboula c'est une danse, la police a voulu arrêter la fête. Dans la lettre, il demande l'émancipation. Donc en mai, 13 000 esclaves venant de la baie de Mao, de Pointe-à-Pitre et de la Grande Terre, ils se rassemblent à la Gabarre. À la Gabarre. Ouais, les Guadeloupéens, quand ils sont chauds, ils font pas semblant. J'avoue, 13 000, c'est quand même beaucoup. Du coup, le 27 mai 1848, ils obtiennent l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Donc c'est bien en se révoltant que les esclaves ont obtenu leur liberté. Le décret de Schœlcher n'arrivera que le 5 juin 1848. Donc présenter Schœlcher comme le libérateur, c'est un peu fort. Donc il a bien obtenu le décret, mais en fait les esclaves étaient déjà libres, donc son décret, bah, il servait à rien. Après ça, Schœlcher est nommé ministre des colonies à plusieurs reprises. Plus tard, il lancera le Moniteur des colonies. Ce journal plaidait pour les intérêts coloniaux et maritimes de la France, et défendait l'aptitude de la France à coloniser. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Ce que je retiens de Schœlcher, c'est qu'il préconisait au début de ne pas abolir l'esclavage, ensuite il a changé d'avis pour abolir l'esclavage, mais se concentrer sur la colonisation. Après on peut me dire qu'il était pas raciste et que c'était la mentalité de l'époque. Bah je dirais que la mentalité de l'époque était foncièrement raciste. Forcément en commentaire on va me reprocher de pas traiter de l'esclavage oriental, encore, mais ça va venir. Alors petit rappel aux gens la morale, l'esclavage existe toujours en Mauritanie et au sud du Soudan. Je ferai une vidéo spéciale sur la Mauritanie dans quelques mois. Oui, l'esclavage existe encore en Mauritanie et c'est pratiqué par les Maures blancs. Alors n'oubliez pas de partager la vidéo, de mitrailler le pouce bleu, abonnez-vous sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et n'oubliez pas, serrez les rangs et restez unis.